nouvelle vidéo qui sera des vidéos type bac, en tout cas pour le moment, concernant les chapitres qui sont évalués au bac. Donc ça va concerner la géométrie à l'espace, et on va en réalité dans cette vidéo là revoir des compétences, sur tous ces chapitres là, géométrie d'espace, produit scalaire, orthogonalité et vecteur normal, mais pas que, et équation cartésienne d'un plan, mais pas que. On va aussi revoir des compétences du chapitre 3, où par exemple on sera amené à donner une représentation paramétrique de droite, ou à calculer des coordonnées vecteurs, des petits trucs comme ça, ok. Donc là, vraiment exercice type bac sur ce chapitre-là, géométrie d'espace, afin qu'on puisse s'entraîner un peu. Donc là, bon, comme dans le chapitre 3, je me souviens, j'avais pris un ancien sujet de bac pour vous montrer un petit peu ce qui pouvait se passer à l'ancienne, et donc que vous ne soyez pas surpris si on vous interroge sur des notions qui étaient dans l'ancien programme, enfin qui étaient plus évaluées dans l'ancien programme. Et ben là, j'ai pris un sujet bac un peu plus classique, ok. Donc là, c'est un sujet qui est sorti l'année dernière, en 2022, et je crois que c'était en métropole en plus, donc en France métropolitaine. Et donc là, du coup, on va s'intéresser à cet exercice. Alors, j'ai nommé ça exercice 1. En réalité, bien évidemment, dans le sujet bac, je crois que ça doit être exercice 3 ou 4, je m'en rappelle plus. Bon. Alors, du coup, on a un cube ABCD, EFGH. On appelle K le milieu du segment BC. On va le placer ici dans un repère. Le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Donc, ça, c'est les vecteurs unitaires. Et on considère le tétraèdre EFGK. OK? On rappelle vite fait que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule suivante. V est égal à un tiers de l'aire de la base fois la hauteur, avec grand B, R de la base, et H, donc la hauteur relative à cette base. Ok. Bon, on a un certain nombre de questions. Je vous laisse mettre la vidéo en pause avant de réaliser l'exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Bon, c'est parti mon kiki. Donc, on va démarrer avec la première question. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Donc, on y va. Alors ça, pour le coup, c'est un truc qu'on a vu dans le chapitre 3, mais qu'on a aussi revu dans ce chapitre-là. Lire les coordonnées du point dans un repère, dans une base de données. Donc là, du coup, le point E, si vous le regardez bien, vous pourrez remettre la vidéo en arrière si vous voulez pour suivre en même temps, ou prendre en note la figure. Mais du coup, le point E, si on suit bien, en abscisse sur un vecteur AB, on se déplace pas, on reste sur le point A. Sur un vecteur AD, là, je vois que je ne monte pas non plus vers le haut. Et sur le vecteur AE, là, par contre, je monte de 1. Donc ainsi, on a 0, 0, 1. Ok. Après, pour le point F, pour le point F, je regarde ce qui se passe. Donc le point F, là, je vois que pour atteindre le point F, dans un premier temps, je suis obligé de me déplacer vers la droite. Donc du coup, c'est mon vecteur AB. Ainsi, donc l'abscisse vaut 1. Pour l'ordonnée, ok. Pour l'ordonnée, je vois que je ne monte pas vers le côté, ok, sur mon vecteur AD. Donc du coup, là, 0. Et pour la cote, là, je vois que je suis obligé de monter de 1. Donc ça fait 1, 0, 1. Ensuite, donc on veut quoi? On veut les coordonnées de G. Donc les coordonnées de G, on va regarder, c'est la même méthode. Coordonnées de G, je vois qu'en abscisse, je me déplace de 1. En ordonnée, je vois que je me déplace vers la droite. Donc ça fait 1, 1. Et sur la cote, je vois que je monte de 1 aussi. Et enfin, le point K. Donc le point K, je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc le point K, on nous dit que c'est le milieu du segment BC. Donc c'est-à-dire, à un moment donné, vous aurez un demi déjà. Donc, déjà, je vois que pour atteindre le point K, je suis obligé de me déplacer vers la droite. Donc, l'abscisse vaut 1. Pour l'ordonnée, donc là, sur le vecteur AD, je vois que je me déplace, je monte pas entièrement, mais je vois que je monte la moitié du segment BC, qui est également la moitié du segment AD, puisqu'on est dans un cube. Donc, du coup, là, j'ai un demi. Et pour la cote, par contre, là, je monte pas vers le haut, donc 0. Ok? Voilà, donc ça, c'est une première question, lire les coordonnées de points dans une base, ok. Donc ça, pareil, s'il y a des difficultés là-dessus, il faut revoir la vidéo que j'avais fait dans le chapitre 3, vous la retrouverez très facilement, donc c'est le chapitre concernant les vecteurs, les droites et les plans d'espace, ok. Donc le tout premier chapitre de géométrie d'espace. Montrer donc, deuxième question, que les vecteurs, alors on donne le vecteur n, c'est coordonnées, donc ici, le vecteur n de coordonnées 2, moins 2, 1, montrer que ce vecteur-là, il est donc orthogonal au plan EGK. Si le vecteur n il est orthogonal au plan EGK, ok, donc orthogonal au plan EGK, ceci est équivalent à dire que dans ce cas-là, tout simplement, il est orthogonal à au moins deux vecteurs du plan, ok. Donc c'est-à-dire que n scalaire, par exemple G, et n scalaire, par exemple, on peut dire GK, et ça, il faut que les deux produits scalaires valent 0. Ok. Donc c'est ça l'objectif qu'il va falloir montrer. Ça, je mets entre parenthèses, c'est l'objectif. Pour montrer ça, tout simplement, je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur EG, et ensuite les coordonnées du vecteur EGK.
Donc on y va, coordonnées du vecteur G. Donc pour l'abscisse, c'est l'abscisse de G moins l'abscisse de E. Pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de G moins l'ordonnée de E. Et pour la cote, c'est la cote de G moins la cote de E. Ce qui implique que G a pour coordonnée la chose suivante. Donc l'abscisse de G, on a dit c'est 1, moins l'abscisse de E, c'est 0. La cote de G, donc on a dit c'est 1, moins la cote de E, 0. Et pour la cote de G, on a dit c'est 1, moins la cote de E, 1. Ce qui implique que G a pour coordonnée la chose suivante, 1 moins 0, 1, 1 moins 0, 1 et 1 moins 1, 0. Voilà. Et ensuite, on fait pareil pour EK. Pour GK, j'avais dit. Donc GK, bah, ses coordonnées, c'est l'abscisse de K moins l'abscisse de G. L'ordonnée, c'est l'ordonnée de K moins l'ordonnée de G. Et pour la cote, c'est la cote de K moins la cote de G. Bon, ce qui implique que GK a pour coordonnée la chose suivante. Donc, c'est l'abscisse de K. L'abscisse de K, c'est 1, moins l'abscisse de G, 1 également. L'ordonnée de, pour l'ordonnée, donc, c'est l'ordonnée de K. Donc, c'est 1 demi, moins l'ordonnée de G, 1. Et pour la cote, donc, c'est la cote de K. Donc, cote de K ici, ça vaut 0. Moins cote de G, 1. Ce qui implique que GK a pour coordonnée la chose suivante. Donc, 0, moins 1 demi. Et donc moins 1. Voilà, donc là j'ai les coordonnées de deux vecteurs du plan, par exemple du plan EGK. Maintenant, bah, je fais tranquillement le produit scalaire de n par EGK. Enfin, de n par chacun des vecteurs du plan dont j'ai les coordonnées. Donc n scalaire EG. Ça pareil, petit rappel, c'est l'abscisse du vecteur n multiplié par l'abscisse du vecteur EG. Plus l'ordonnée du vecteur n multiplié par l'ordonnée du vecteur EG. Plus la cote du vecteur n multiplié par la cote du vecteur G. Ok. Donc, tranquillement, maintenant, je calcule. Donc, ici, l'abscisse du vecteur n, on a dit c'était combien? On a dit c'était 2. Donc, du coup, la cote du vecteur n, on a dit c'était quoi? C'était 2 que je multiplie par l'abscisse du vecteur EG. Donc, EG, on a dit c'était 1 également. Donc, ça fait 2 fois 1 plus ordonnée du vecteur n. Ici, moins 2 que je multiplie par l'ordonnée du vecteur EG. Donc, l'ordonnée du vecteur EG, ici, c'est 1. Plus la chose suivante, ordonnée du vecteur n, 1, que je multiplie par ordonnée du vecteur EG, donc 0. Ça fait 2 fois 1, 2, moins 2 fois 1, moins 2, plus 1 fois 0, 0. Ce qui fait 0. Donc déjà, conclusion, n et EG, d'une part, ils sont orthogonaux. Ok. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à montrer la même chose pour n et GK. Et si j'arrive à montrer la même chose pour n et GK, c'est-à-dire que là, mon vecteur n, il est orthogonal au plan. Donc on y va, n scalaire GK, on a dit, c'est égal à la chose suivante. Donc ici, bon, je vais pas écrire la formule, mais c'est l'abscisse du vecteur n, 2 fois l'abscisse du vecteur GK. Par contre, je vais rester sur le côté comme les coordonnées qu'on ne se perd pas. Donc on avait 2, moins 2, après on avait 1. Et pour le vecteur GK, donc on avait la chose suivante. De mémoire, on avait 1, moins 1 demi, et après on avait 0. Ok. Donc du coup, ça fait 2 fois 1, plus moins 2 fois tout simplement moins 1 demi, plus la chose suivante. Alors oui, faites gaffe quand vous recopiez les choses quand même rapidement. Là oui, en effet, je m'en étais pas rendu compte, c'est que là c'est 2 fois 0 et pas 2 fois 1. Ok, parce que ici l'abscisse vaut 0 et du coup l'ordonnée là, enfin la cote du vecteur GK elle vaut bien moins 1. Voilà, donc ça vérifiez bien. Alors comment je m'en suis rendu compte? C'est simple, j'ai fait le calcul du produit scalaire dans ma tête, j'ai vu que ça marchait pas. Donc du coup, et bah parfois faites un peu malin quand vous faites des sujets pour voir si ce que vous faites marche. Et donc bah si ça marche pas, faut revenir en arrière. Donc là ça est le cas. Et du coup, ça, là, normalement, ça devrait marcher. Donc, 2 fois 0, moins 2 fois moins 1 demi, plus 1 fois moins 1. Du coup, ça fait 0, moins par moins, plus, 2 fois 1 demi, 1, 1 multiplié par moins 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, n scalaire GK, c'est 0. Conclusion, n et GK, orthogonaux. Ok, on peut même dire c'est équivalent. Donc, conclusion, n orthogonal à deux vecteurs du plan GK. Conclusion, donc, par conséquent, n orthogonal au plan.
on peut même dire normal au plan, ok? Donc normal au plan. Voilà, donc question 3, on regarde ce qu'il nous demande. Donc, du coup, troisième question, démontrer que le plan EG permet pour l'équation cartésienne 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Donc, on va dire, on va poser un point ici, pareil, pour démontrer pour trouver l'équation cartésienne d'un plan, il y a deux méthodes. Soit vous posez un point qui appartient à un plan, tel que vecteur, par exemple, AM, il soit orthogonal à un vecteur du plan, ou soit, vous faites la méthode directe, ok? Vous remplacez A et ABC par les coordonnées. Donc là, ABC qui sont donnés par les coordonnées du vecteur N, vous remplacez dans l'équation. Et ensuite, après, vous utilisez un point qui appartient au plan pour conclure et trouver la valeur de D. Moi, je vais vous montrer l'autre méthode, parce qu'on l'avait fait qu'une fois, on l'avait fait juste une fois, donc on va le remontrer. Donc on va dire soit M de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan EGK. Donc, on va dire que AM, alors on suppose la chose suivante. On suppose AM, même pas d'ailleurs on suppose. Du coup, AM et N orthogonaux, par conséquent. Parce que tout simplement, le point M il appartient au plan et, alors c'est même pas, c'est EM par exemple. EM et N ils sont orthogonaux parce que tout simplement le point E il appartient au plan. Donc, ce qui veut dire que, tout simplement la chose suivante, EM et N, le produit scalaire des deux là, il vaut 0. OM scalaire N. Or, on va calculer tranquillement les coordonnées de EM, comme ça on n'a pas de problème. C'est l'abscisse de N, donc X moins l'abscisse de E. Donc l'abscisse de E, on l'a déterminé tout à l'heure. Donc moins l'abscisse de E, du coup c'est 0. L'ordonnée, donc c'est Y, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de E. Et pour la cote, c'est la cote de M moins la cote de E. Donc ça fait Z moins 1. Donc EM, ses coordonnées, c'est X, Y, Z moins 1. Voilà. Ainsi, je détermine le produit scalaire EM scalaire N. Donc du coup, ça me donne la chose suivante. Ça me donne X multiplié par l'abscisse du vecteur N. L'abscisse du vecteur N, j'ai dit, c'est 2. Plus ordonnée de EM, donc ici Y, multiplié par l'abscisse du vecteur N, moins 2. Plus la chose suivante, la cote du vecteur EM, ici Y moins 1, multiplié par tout simplement la cote du vecteur N, donc 1. Tout ça, je dis que ça fait 0. Et donc, ceci est équivalent à dire qu'on a la chose suivante. Alors, ensuite, on réduit un petit peu tout ça. Donc, ça fait 2x moins 2y. Donc là, ça commence bien. Ça ressemble exactement à ce qu'on doit avoir. Et après, du coup, on développe là le 1 avec le y moins 1. Du coup, ça fait plus y moins 1. Et tout ça égale 0. Alors, est-ce que c'est bien l'équation qu'on doit avoir? Oui. C'est nickel, vous voyez. Donc, conclusion. L'équation cartésienne du plan, c'est bien 2x moins 2y plus y moins 1. Et tout ça égale 0. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec un produit scalaire, c'est vite plié. Voilà. Donc, pour ça, je voulais vous montrer la méthode parce que parfois, c'est vrai, on a trop tendance à faire la méthode directe. Mais parfois, ici, ça peut, vous voyez, ici, ça nous avantage, ça se plie vite. Question 4. Donc, déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK passant par F. Donc, première information que l'on a. On a le fait que, tout simplement, à la droite, là, la droite dont on veut déterminer la représentation paramétrique, D, elle est orthogonale au plan EGK. Ce qui veut dire, donc, qu'elle est perpendiculaire. Pour faire simple, elle est perpendiculaire. Ok? Elle peut être ou pas perpendiculaire. En tout cas, il y a une idée de perpendicularité. Donc, d'angle droit. Première chose. Deuxième chose, et là même c'est perpendiculaire, on pourrait dire, parce que tout simplement, ça se coupait ici. Ok? Ça se coupait sur le plan, à droite. Deuxième chose, comme elle est orthogonale au plan, c'est-à-dire que tout vecteur qui est orthogonal au plan, ou donc normal au plan, il est forcément orthogonal, il est forcément directeur de la droite. Donc du coup, ici je reprends mon vecteur n, ses coordonnées c'est 2, moins 2, 1, voilà. Et donc, là, je sais qu'il passe par le point F. Le point F, je redonne ses coordonnées, c'est 1, 0, 1.
Et donc, on détermine la représentation paramétrique de la droite D. Ok. Donc, si vous voulez un petit peu étouffer avant de donner la représentation paramétrique de façon brute, comment on va faire, avant ce que vous dites que tout simplement D étant orthogonal au plan EGK et passant par F, ok, ça signifie que tout vecteur qui est normal au plan, ou orthogonal au plan EGK, il est donc directeur de cette droite. Et ainsi, donc, vous en déduisez la représentation paramétrique de la droite D qui est la suivante. Donc, ça se prend toujours comme ça, X, Y, Z. Et donc, vous mettez l'abscisse du point par lequel la droite elle passe. Ici, l'abscisse ordonnée et cote du point par lequel la droite passe. Donc, ici, c'est 1, 0, 1. Et vous ajoutez à chaque fois les coordonnées du vecteur n multipliées par un certain réel qu'on va nommer k ou t en général. Donc, ici, plus 2 fois k plus moins 2 fois k plus une fois k réel. Et ainsi, donc, D, sa représentation paramétrique, on va l'écrire un peu plus proprement. C'est x égale 1 plus 2k, y égale moins 2k, z égale 1 plus k. Ok, une fois k, ça fait k. Voilà. Donc là, on a la représentation paramétrique de la droite D. Donc là, vous vous doutez de la question qui va suivre, ça va être de déterminer les coordonnées du proche orthogonal. Ok. Donc, du coup, let's go. Question 5, montrer que le proche orthogonal, donc on va noter L, du point F sur le plan EGK, a pour coordonnées, et on donne les coordonnées de ce point. Donc ici, c'est 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 7 neuvièmes. Ok. Donc, du coup, on y va. Alors déjà, L, comme c'est proche orthogonal du point, donc ici c'est le point F sur EGK, ça signifie alors que F vérifie les équations donc de la représentation paramétrique de D. Et en plus de vérifier les équations de la représentation paramétrique de D, dans ce cas-là, F vérifie aussi l'équation du plan. Alors ça pareil, je vais peut-être vous schématiser rapidement. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Là, c'est toujours la même chose. Donc du plan EGK, comme ça on est précis. Donc rapidement, je vous représente le plan. Donc ici EGK par exemple. Bon, on a EGK qui est à peu près cette allure-là. C'est vraiment très schématique. Hein. GK. Voilà, c'est l'allure de ce plan. Bon, on a un point F qui est à peu près par là. Ok, voilà. Et donc, le but, c'est de trouver le proche orthogonal de F sur le plan GK. Donc, en gros, le point qui est l'intersection entre la perpendiculaire, donc à droite, passant à droite tout simplement, l'intersection donc entre la perpendiculaire de la droite qui est perpendiculaire tout simplement au plan, et passant par le point F. Ok, voilà, donc c'est là. On veut les coordonnées de ce point-là. Ce point-là, comme cette intersection entre la perpendiculaire au plan passant par F et également du coup qui est sur le plan, par conséquent, il va vérifier les trois équations de la droite, là, donc de la droite D, mais également il va vérifier l'équation du plan, puisqu'elle appartient également au plan. Ainsi, du coup, ce qu'on va faire, on va combiner les deux équations. Alors, je vous redonne la représentation paramétrique du D, l'équation du plan, donc EGK, et après, donc, on va combiner tout ça. Alors, la représentation paramétrique, on avait dit c'était 1 plus 2K, moins 2, Y égale moins 2K, et après, donc, on avait dit Z égale 1 plus K. Et K, donc, c'est un réel. Et le plan EGK, donc, on avait donné son équation tout à l'heure, c'était donc 2x moins 2y plus y moins 1 égale 0. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter, on va pas se mouiller. Comme on sait que notre point F il va vérifier ces deux équations-là, ok, de façon simultanée, et là, le x qui est là, c'est le même que le x qui est ici. Le y qui est là, c'est le même que le y qui est là. Et d'ailleurs, là, j'ai fait une petite faute de copie, c'est z. Donc là, le z qui est là, c'est z qui est là, ok. Donc en fait, à chaque fois que je vois x, je vais remplacer par 1 plus 2k. À chaque fois que je vois y,
je remplace par moins 2k. Et à chaque fois que je vois z, je remplace par 1 plus k. Quel est l'intérêt? Bah, c'est de me ramener à une équation à une seule inconnue. Ok, tout simplement. Donc ainsi, ceci est équivalent à dire qu'on a 2 fois x, donc 2 fois 1 plus 2k, moins 2 fois y. Donc moins 2 fois y, bah, c'est moins 2 fois moins 2k. Ok. Plus la valeur de z. Donc la valeur de z, c'est plus 1 plus k. Et ça, j'ajoute ça. À ça, j'ajoute moins 1. Voilà. Donc on développe un peu. Ça fait 2 plus 4k. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4k également. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Plus k égale 0. Donc là, ça fait 2 plus 9k égale 0. Donc ça fait 9k égale moins 2. Donc conclusion, j'obtiens que k égale moins 2 neuvièmes. Ok. Donc k égale moins 2 neuvièmes. Donc je reviens à ma représentation paramétrique de la droite. Et je vais remplacer ici pour les coordonnées x, y et z. Ben maintenant, je vais pouvoir les déduire à l'aide de la valeur de k que j'ai trouvée. Donc on y va. On va tout simplement maintenant revenir à notre point concerné. Donc c'est L. C'est coordonnées donc pour l'abscisse. Ça va être x. Donc 1 plus 2 fois k. Donc plus 2 fois moins 2 neuvièmes. L'ordonnée, donc ici, ça va être moins 2k. Donc moins 2 fois moins 2 neuvièmes. Et puis pour la cote, donc pour la cote, c'est 1 plus k. Donc 1 plus moins 2 neuvièmes. On va effectuer tranquillement nos calculs. Donc ça fait L qui a pour coordonnée la chose suivante. Donc ça fait moins 4 neuvièmes. Moins 4 neuvièmes, je retire 9 neuvièmes. Donc ça fait 5 neuvièmes. Moins par moins plus 2 fois 2, 4. Donc 4 neuvièmes. Et après 9 neuvièmes moins tout simplement moins 2 neuvièmes. Bah ça fait 7 neuvièmes. Alors on regarde si ça correspond pile à ce qu'ils avaient annoncé. Bah oui, c'est exactement ce qu'ils avaient annoncé. Voilà. Donc maintenant, on va calculer la longueur LK. Donc on y va. LF, pardon. Pas LK, donc LF. Alors, bah, d'abord, je reporte les coordonnées de L. Donc les coordonnées de L, on a dit que c'est 5 neuvièmes, 4 neuvièmes. Et ici, donc, c'était 7 neuvièmes. Donc ça, c'est donné d'annoncer. Et les coordonnées du point F, on l'a relevé au tout début. Donc les coordonnées du point F, c'est 1, 0, 1. Alors, du coup, LF par définition, la longueur LF, c'est quoi? C'est racine carrée de tout simplement XF moins XL au carré plus YF moins YL carré plus ZF moins ZL au carré, ce qui me donne la chose suivante. Donc ça va donner XF 1 moins 5 neuvièmes au carré plus tout simplement 0 moins 4 neuvièmes au carré plus la chose suivante, donc 1 moins 7 neuvièmes au carré. Ce qui est égal à la racine carrée de la chose suivante. Alors, 1 moins 5 neuvièmes au carré, bah, ça fait 4 neuvièmes au carré. Plus moins 4 neuvièmes au carré. Plus moins tout ça. Alors là, on n'a pas en moins, pardon. Plus 2 neuvièmes au carré. Ok. Voilà, là, il faut être à l'aise avec les calculs de fractions. Là, j'essaie de vous montrer comment on peut faire vite. Comme ça, bah, vous au bac, vous bloquez pas. Ça vous donne la bille. Donc là, il faut être un petit peu chaud là-dessus. Bon, là, c'est un petit truc que je vous donne. À chaque fois, bah, vous allez dire que 4 neuvièmes au carré, moins 4 neuvièmes au carré et moins, comment ça va être, 2 neuvièmes au carré. Bon, vous allez dire quoi? Bah, c'est 4 neuvièmes au carré. C'est 4 au carré divisé par 9 au carré. C'est moins 4 au carré divisé par 9 au carré. Et c'est 2 au carré divisé par 9 au carré. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, le dénominateur commun, ce sera 9. Ok? Donc, 9 au carré. Et au numérateur, bah, du coup, vous allez tenir 4 au carré plus moins 4 au carré plus 2 au carré, si vous voulez faire ça propre. Parce que oui, bien évidemment, moins 2 au carré, bon, c'est tout, ça fait 4, c'est la même chose que 2 au carré. Mais, bon, si on veut faire ça propre, on peut dire moins 4 au carré, ça marche. Et c'est la même chose que 4 au carré, pardon. Bon, mais c'est pas grave, hein, on fait ça propre, on a dit. Donc ça fait divisé par 9 au carré, 4 au carré, 16, plus 4, moins 4 au carré, ça fait encore 16, plus 2 au carré, ça fait 4. Bon, bah nickel, on va arriver au bon résultat. On va arriver très vite au bon résultat. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc 36
sur 9 au carré. Je vais l'écrire sous forme de carré, comme ça sera propre. 36 et 6 au carré, divisé par 9 au carré. Bon, bah ça me donne racine carrée de A sur B, c'est racine de A. Donc 6 au carré, divisé par racine de B, 9 au carré. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 6 neuvièmes. Ok, tout simplement. Et ça me donne 2 tiers. Et donc ça, c'est pour la longueur LF. Voilà, elle est là. Donc voilà comment on l'a déterminé. Et ça, sans machine, vous voyez. Donc ça, voilà, les 6 premières questions, c'est du cours, on va dire. Voilà, donc ça, ce genre de questions, il faut aller vite au bac. Il faut bien savoir les faire, bien repérer ce qu'on vous demande. Et normalement, bah, vous avez vos points, ou la plupart de vos points. Maintenant, bon, là où les choses commencent à être intéressantes, c'est à partir de la question 7, où bah, ça demande des connaissances un peu plus anciennes, sur calcul d'air, calcul de volume, des trucs un peu compliqués. Ok, pas qui peut sembler compliqué au début, mais en fait, vous allez voir que à l'aide des questions précédentes, on y arrive très facilement. Donc, je vous avoue que moi-même, la première fois que j'ai vu les sujets du bac, enfin, notamment bac 2021, je suis en mode, mais les volumes, ils ont cassé la tête au collège avec ça. Dans tous les sujets de brevet, il y en avait. Ils nous recassent encore la tête avec ça au lycée. Bon, ça m'a bien fait rire au début. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Et en fait, bah, si, c'est totalement possible. Bon, voilà. Donc, au début, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est tout à fait, on va dire, dans la continuité des autres. Ok, c'est tout à fait faisable. De faire calculer du volume, des serres, des trucs un peu, tout ce que vous voulez. Alors, du coup, question 7, pardon. Calculer l'aire du triangle EFG et en déduire que le volume du tétraèdre est égal à 1 sixième. Alors, l'aire du triangle EFG. Alors, première chose, on va y aller tout doucement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer l'aire d'un triangle? Je rappelle, il faut 2 choses. Non, je ne fais pas le rappel en terminale, mais le contexte de l'exo permet de le faire. Et bah, il vous faut une base, ok, que je vais noter petit b, et il vous faut une hauteur. Si vous avez la base, si vous avez la hauteur, vous pouvez calculer l'aire de votre triangle. Puisque l'aire d'un triangle, je rappelle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et si triangle et rectangle, bah vous prenez la longueur des deux côtés, ok, des deux côtés, comment dire, qui ne sont pas hypoténuses, des deux plus petits côtés. Vous faites le produit des deux, vous divisez par 2, ok. Bon, et alors là, faut vraiment pas se prendre la tête, ok. Faut pas se prendre la tête parce qu'on est dans un cube en fait. Et c'est là où c'est un peu compliqué au début parce que bon, faut bien voir dans l'espace. EFG, bah si je regarde bien, FG et EF, bah comme on est dans un cube A, B, C, D, E, F, G, H, et ben en fait, les arêtes EF et les arêtes FG, elles sont perpendiculaires. Et donc, on va pouvoir appliquer la deuxième formule que j'ai donnée un peu plus facilement pour calculer l'aire d'un triangle rectangle. Ok, l'aire d'un triangle rectangle, et bah vous prenez le petit côté A, vous multipliez par petit côté B, et vous divisez par 2. Ok, parce que là, en fait, pour le côté A, la longueur B, là, vous voyez là, c'est comme si c'est une hauteur. Donc, bah, dans un premier temps, on peut dire comme, du coup, ici, EF et tout simplement FG sont perpendiculaires. Alors, on va même parler en segments. Les segments UF et les segments FG sont perpendiculaires. Cela signifie pour le ça signifie donc que EFG est rectangle. Alors ici, les rectangles en F. Donc, l'aire de EFG, bah, c'est égal la longueur des deux petits côtés, EF fois FG, divisé par 2. L'aire du triangle EFG, c'est donc égal, ici la longueur des deux petits côtés. Alors, les deux petits côtés, bah, la longueur, c'est quoi? Alors, ici, on vous a dit, donc là, ici, AB et AD et AE, bah, c'est des vecteurs unitaires, donc ça vaut 1. Donc, c'est-à-dire que là, comme EF est égal AB, ok, c'est même norme, même direction et même sens, et bah, du coup, ça vaut 1 la longueur. Donc, ça fait 1, multiplié par FG, bah là, FG, c'est la même chose que AD, donc ça vaut 1, que vous divisez par 2. Donc, l'aire du triangle EFG, bah là, c'est très simple. Ça fait 1 fois 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Ok, ça fait 1 demi, et donc là, ici, on vous a pas précisé d'unité, donc vous mettez un demi. Ok, voilà, vous aurez précisé une unité, bah, il aura fallu mettre une unité. Pour le coup, là, vous êtes bien content, je pense, pour ceux qui n'aiment pas les unités en physique et qui perdent des points à cause de ça en physique. Bah là, en maths, on vous a pas mis d'unité. Bon,
Alors, la étape suivante, on détermine le volume de la pyramide EFGH, pardon. Donc là, il faut être attentif, c'est l'aire du triangle EFG fois la hauteur. Alors, la hauteur relative, donc là, la base, c'est EFG, enfin EFG, là, vous avez calculé R. Donc, il faut regarder tout simplement la longueur du côté, enfin, la longueur perpendiculaire, ok? La longueur qui est perpendiculaire à ce côté, comment dire? La longueur qui est la hauteur là, donc de votre comment dire. Maintenant, l'étape suivante est calculer le volume de la pyramide, EFGH et FGK. Donc, c'est l'aire de la base que vous avez calculé, donc du triangle EFG, ok, bravo, que vous multipliez par la hauteur. Alors, ici, la hauteur, faites gaffe, c'est pas la longueur LF, pas encore. Là, ici, ça va être la longueur BF, ok, que je multiplie ici par 1 tiers, tout simplement. Donc, ici, ça va me donner R du triangle, donc 1 demi, fois la longueur BF. Donc ici, longueur BF, si je regarde, ça fait 1 fois 1 tiers. Donc ici, normalement, si vous effectuez le calcul, vous obtenez bien un sixième en effet. Donc ça, c'est le volume par la pyramide EFGK. Ok. Donc, question suivante, déduire des questions précédentes, l'aire du triangle EGK. Ok. Donc, l'aire du triangle EGK, c'est l'aire du triangle là qu'on vous a assuré. Donc, pour y arriver, on va essayer de voir un petit peu la figure propre. Enfin, là, essayez de voir encore une fois la figure proprement dans votre tête. Donc là, on va être malin. On va essayer d'être malin. On va essayer d'être un peu plus rusé. Donc là, ce coup-ci, comme on a le volume de la pyramide maintenant, on sait que ça fait un sixième, et c'était à démontrer, on va cette fois-ci donc travailler sur l'intérieur, ok. Donc autrement dit, on va travailler, je vais vous le représenter facilement. Donc, on va travailler ce coup-ci avec la pyramide de sommet F, et donc dont la base est un triangle, ok. Donc avec le tétraèdre suivant. Donc avec le tétraèdre ici F, E, K, et donc G. Voilà, on va travailler autour de ces tétraèdres-là. Donc là, on a le volume de la pyramide, on sait que ça fait un sixième. Et deuxième élément, qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer un volume? Il nous faut la hauteur, ok. La hauteur, là, on va pas reprendre la même hauteur. Ici, on va pas prendre la longueur BF. Ici, si je travaille autour de la pyramide, je peux aussi prendre comme hauteur la longueur FL que j'avais déterminée tout à l'heure, ou LF. La longueur LF que j'avais déterminée tout à l'heure, c'est la hauteur de la pyramide, dont la base, c'est le triangle assuré, justement, ce triangle ce triangle en gris. Donc, du coup, par conséquent, ainsi, en bidouillant un peu la formule, je peux retrouver l'aire du triangle en gris. Donc, on y va. Donc, on va écrire que volume de la pyramide EFGK, donc c'est R du triangle, ici, EGK, fois tout simplement la longueur LK, fois 1 tiers. Donc, je peux déduire comme ça l'aire du triangle EGK. Donc, R du triangle EGK, c'est quoi? C'est tout simplement le volume de la pyramide EFGK, donc divisé par LK, divisé par 1 tiers, ou bien multiplié par 3. Donc, l'aire du triangle EGK, ça, je sais que ça fait tout simplement la chose suivante. Le volume, je sais que ça fait un sixième, que je divise par la longueur K, 2 tiers, fois 3. J'aime pas diviser par une fraction, donc je multiplie par son inverse. R du triangle GK, c'est 1 sixième, fois 3 demi, fois 3. Donc R du triangle EGK égale la chose suivante. Donc là, on simplifie, je divise par 6, je multiplie par 3, ça déjà je sais qu'il me reste 1 au numérateur, 2 au dénominateur. Voilà, et donc je tiens à la chose suivante, ça me fait donc 3 divisé par 4. Ok, 2 fois 2, 4. Et là, une fois 3, ça fait 3 quarts. Donc là, ici, R du triangle EGK, j'obtiens 3 quarts. Voilà. Donc ça, c'est pour la question 8. Là, maintenant, on arrive à la question 9. Donc, du coup, la question numéro 9. Là, il y a beaucoup de blabla. Et vous savez que moi, le blabla, je déteste ça. Donc, on va vite fait simplifier le blabla, là, l'énoncé, par une petite figure. Donc, on considère les points P, milieu du segment G, M, milieu du segment EK, et N, milieu du segment GK, déterminer donc le volume du tétraèdre FPMN. Bon, alors là, il y a beaucoup de blabla, vous savez, j'aime pas ça. Donc, on va vite fait simplifier l'énoncé. Ok, donc la pyramide, l'allure. Donc, je vais vous la représenter très rapidement. Donc, ça donne ça. Voilà. Après, donc, ça donne ça. Après, ça donne quelque chose comme ça. Voilà.
Voilà. Donc ça, en brouillon ou même sur la copie, hein. Mais bon, c'est mieux de faire en brouillon quand même. Vous refaites quand même la pyramide pour avoir l'allure un petit peu dans votre tête et pour essayer de bien faire la chose. Voilà. Donc ça, c'est une pyramide d'études. Ok. Je vais faire. Voilà. Donc là, voilà la pyramide telle qu'elle est présentée. Donc ici, c'est E. Là, c'est G. Là, c'est K. Et là, donc, c'est F. Là, on vous dit quoi dans un C? Il y a beaucoup de blabla. On vous dit que P, c'est le milieu de EG. Donc, EG, il est là. Son milieu, il est là. Ça, c'est P. Deuxième élément, on vous dit que M, milieu de EK. Donc, EK, il est là. Donc, M, son milieu, il est à peu près par là. Et après, troisième élément, N, milieu du segment GK. GK, il est là. Donc, son milieu, il est par là. À peu près, même plus haut. Voilà. Donc, ça, c'est le point N. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est déterminer le volume de la pyramide FPMN. Ok, donc F, FPMN. Donc, comme ceci. Alors, pour ceux qui connaissent, vous avez déjà une idée de ce que nous allons utiliser. Et effectivement, il y a une idée de droite des milieux. Ok, voilà, il y a une idée comme ça. Et donc, cette idée, donc là, en effet, on va pouvoir utiliser ce théorème-là dans ce cas de figure. Donc là, bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de l'aborder comme ça sur un exotique bac. Donc un jour, si j'ai le temps, je le referai. Je referai un cours là-dessus parce que normalement, c'était au programme de l'ancienne quatrième. Voilà, de quatrième d'avant 2016. Mais après 2016, malheureusement, pardon, il y a beaucoup de notions qui ont été virées comme ça du programme et donc qui empêchent les élèves, en terminale, là, qui nous bloquent. Parce que du coup, on n'a pas ces notions-là. Et donc, c'est un peu compliqué. Alors, droite du milieu, bon, pour faire simple, c'est un peu comme le théorème de Thalès. Ok, je vais faire simple. D'après le théorème de Thalès, et ben là, ici, vous avez un triangle. Ok, voilà, là, vous avez un triangle, là, vous avez un triangle. Et donc, d'après le théorème de Thalès, ce que vous pouvez écrire, c'est que, comme n milieu de ce segment-là, m milieu de ce segment-là, je peux écrire que le rapport de ce côté-là sur ce côté-là, c'est le même que le rapport de ce côté. Donc, c'est le rapport qui est entre ici et tout ça, c'est le même que le rapport qui est entre ce côté-là et tout ça. Et donc c'est le même que le rapport qui est entre là et cette longueur-là. Ok? Donc, on va commencer comme ça. D'après le théorème de Thalès, ok, on peut dire qu'on a la chose suivante. Donc, on peut écrire l'égalité suivante. On peut donc dire que MK sur tout simplement EK, c'est égal à la chose suivante, donc petit sur grand toujours. Donc ici Kn pardon, sur Kg, ce qui est égal donc toujours petit sur grand, donc Mn sur Eg. Ça, c'est ce qu'on peut écrire d'une part. Or, ce qu'on a, et bah, on sait que quoi? On sait que par exemple, M milieu, M ici c'est le milieu du segment EK. Donc, logiquement, la longueur MK, bah, c'est la moitié de la longueur EK. Donc, du coup, ainsi, le rapport suivant, bah, le rapport MK sur EK, donc MK sur EK, bah, ça, ce rapport-là, je sais que ça fait 1/2, tout simplement. Là, quand je divise par EK, je vais trouver 1/2. Donc, par conséquent, comme MK sur EK, c'est égal à KM sur KG et MN sur EG, donc, on en déduit la chose suivante. On déduit que on a la chose suivante, donc Mn sur EG, ben ça, on sait que ça fait 1/2, ok? Donc, par conséquent, on trouve que EG, on trouve que la longueur Mn, plutôt on va l'écrire comme ça, égale 1/2 de la longueur EG. Ça, en appliquant juste le théorème de Thalès, ok? Là, pareil, si vous voulez faire le théorème de Thalès, ce qu'on peut même écrire pour faire encore plus propre, là, pareil, on peut aussi dire, on a la chose suivante, on a les points K, M, KN, G,
aligné d'une part, et donc KME aligné d'autre part. Voilà, c'est une première chose. Et surtout, ce qui me permet d'appliquer le théorème de Thalès ici, ce serait de dire que les droites MN et EG sont parallèles. Ok. Donc de plus, EG parallèle à MN. Et de là, j'applique le théorème de Thalès. Ok. Et ça, comment je montre que EG parallèle à MN? Bah ça, c'est là où vous appliquez le théorème de la droite des milieux. Parce que M coupe en son milieu le segment. Donc, alors là, je vais pas l'écrire parce que j'ai plus de place, mais je le dis oralement. Quand vous arrivez à montrer que MN parallèle à EG, vous appliquez le théorème de la droite des milieux. Vous dites que comme le point M, il coupe le segment UK en son milieu, et que comme le point N coupe le segment KG en son milieu, et bah d'après la droite des milieux, le théorème de la droite des milieux, et bah vous dites que la droite MN forcément parallèle à EG. Ok, voilà. Là, vous le dites comme ça, donc ça passera bien au bac. Et de là, vous déroulez le théorème de Thalès. Ok. Voilà, donc en soi, bon, on aurait pu le déterminer juste via la droite du milieu, mais en appliquant le théorème de Thalès, j'y arrivé, on peut le trouver facilement. Alors là, bah du coup, je vais pas refaire la même démo, mais ça va être le même principe pour cette longueur-là, et ça va être le même principe pour trouver cette longueur-là. Ok, donc là, je dis oralement, et bah, on va réappliquer. Là, dans cette question-là, en fait, en fin de compte, il va appliquer 3 fois le théorème de Thalès, et donc 3 fois la droite des milieux. Donc là, pareil, dans un second temps, vous allez travailler. Alors, je vais retourner à la figure exprès, donc ne critiquez pas, mais c'est juste pour qu'on puisse bien voir les choses. Voilà. Donc, dans un second temps, vous allez travailler comme ça. Et donc, vous dites que, du coup, tout simplement, là, et bah, donc là, vous faites la même chose. D'abord, le but, c'est de démontrer. Donc là, vous dites que E, M, K et E, P, G sont alignés dans ces ordres-là à chaque fois. Et ensuite, bah, vous allez démontrer le parallélisme entre MP et KG. Donc là, pour ce faire, vous dites que M il coupe le segment EK en son milieu, donc, et de même, P coupe le segment EG en son milieu. Donc la droite formée en reliant les segments, en reliant les points M et P est parallèle à la droite formée par les segments E par les points EG. Okay, donc ça, on a parallélisme. Et là, vous appliquez le théorème de Thalès. Donc vous dites que ça, cette longueur EM sur EK est égal EP sur EG, qui est donc égal à tout simplement MP sur KG. Ok, on retourne la figure une dernière fois. Promis, on fera plus de rotation. Là, c'est la dernière. Donc, on retourne la figure une troisième fois. On réapplique une troisième fois le théorème des milieux, de la droite des milieux. Donc, bon, là, pareil, vous dites que K, N, G aligné d'une part. Et puis, de même, vous dites que K, M, E aligné d'autre part. Et donc là, vous allez montrer que... Alors, et puis après, vous montrez parallélisme entre MN et EG. Ok, et de même, on fait ça pour chaque couple de droite. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais aller pour aller un peu plus vite, parce que sinon la correction va prendre du temps à la faire. Pour aller un peu plus vite, ce que je vous propose, bah là, c'est tout simplement d'aller à l'essentiel. Ok, on va juste écrire les rapports qui nous intéressent, les rapports de longueur qui nous intéressent. Et après, donc, on va calculer comme ça le volume de la pyramide en un seul coup. Donc, via le théorème de la droite des milieux plus théorème de Thalès, on a donc la chose suivante. Alors, je vais vous écrire directement les rapports de longueur, les 3 rapports de longueur que vous devez avoir. Voilà. Donc, du coup, voilà les dimensions que l'on obtient. Alors, vous comprenez très rapidement pourquoi j'aime pas le blabla. Voilà. Là, je pense que vous avez capté pourquoi j'aime pas ça. Parce que, bon, blabla, 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 mais on voit pas ce en quoi on veut en venir. Bon, là, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, par conséquent, je constate quoi? Les dimensions du triangle de base, ils sont réduites par 2. Ça, c'est ce qu'on peut constater. En revanche, donc, les dimensions du triangle de base, elles sont réduites par 2, mais la hauteur, du coup, elle va rester à la même place, ok? Donc, on va pouvoir en déduire le volume de la pyramide F, P, M, N. Donc ça, c'est R de la base.
Alors, attention, par contre, là, l'aire de la base, elle va être modifiée. Tout à l'heure, donc, on a déduit l'aire de la base EGK, donc le grand triangle gris. Et bah, du coup, là, l'aire de la base, et bah, ça va être, comme toutes les dimensions elles sont divisées par 2, ok, bah, l'aire, elle va être divisée également, ok, elle va être divisée par 2 au carré. Ça, c'est une règle qu'on avait vue en troisième, hein. Vous vous souvenez peut-être lors du confinement. Quand on diminue toutes les dimensions d'une figure par k, bah, les aires sont diminuées par k au carré et les volumes par k au cube, ok. Voilà, si on doit diminuer toutes les dimensions d'une figure. Voilà, c'est juste l'aire c'est juste le triangle de base, donc c'est l'aire qui est diminué par k au carré. Par contre, en revanche, pour le volume, lui, il va pas être diminué par k au cube parce que la hauteur, elle ne change pas. Ok, vous voyez dire. Donc c'est l'aire de la base fois la hauteur, donc la hauteur c'est LK toujours, fois 1 tiers. Donc R de la base, bah du coup c'est tout simplement la chose suivante. Donc on obtient la chose suivante, donc c'est, alors comme j'ai dit, longueur du triangle de base, elle sera divisée par 2, donc elles sont multipliées par 1,5. Donc l'aire du triangle, ça va être multiplié par 1,5 au carré, ok, l'aire du triangle EGK. Donc ça fait 1 quart de l'aire du triangle EGK. L'aire du triangle EGK, donc tout à l'heure on l'a déterminé. Donc ça fait 1 quart multiplié par 3 quarts multiplié par longueur LK, donc longueur LK, on revient, alors c'est pas LK pardon, c'est LF, donc LF. Donc LF, on a dit c'est 2 tiers fois 1 tiers. Bon, ça fait beaucoup de calculs. Hein. Bon, je multiplie par 3, je divise par 3, c'est reste 1. Je multiplie par 2, je divise par 4, il reste 2, il me reste 1 au numérateur. Et donc je simplifie au max, ça fait 1 fois 1 fois 1, et 4 fois 2, 8, fois 3. Donc là, ici, j'obtiens bien la chose, j'obtiens 8, 24. Donc j'obtiens 1 24e pour le volume de la pyramide FPMN. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.